Bonjour à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est donc n'importe qui, n'importe quoi, donc c'est moi. AM, pour ceux qui ne se souviennent pas, je suis un grand fan de Shmup, passé quelques fois dans l'émission Superplay. D'ailleurs là je suis à 2 doigts d'un petit haul, donc je vais aller assez vite, je vais aller dire droit au but. Aujourd'hui nous avons donc une critique du jeu Disaster Day of Crisis. Sur Wii apparemment. Suivi de 2 minutes pour parler de Queen. C'est bon ça. Ensuite, les sorties d'animés. Et tout de suite, on va lancer les news du TGS. Allez, c'est parti. Sonic était aussi de la partie, comme tous les ans maintenant. Et pas moins de 2 aventures inédites l'attendent. La première, multiplateforme, porte le doux sobriquet d'Unleashed, car maintenant Sonic se lâche. Certes, on le retrouve à nouveau dans un jeu de plateforme proche des Sonic Adventures, mais à certains moments, il pourra se transformer en loup-garou, à la manière de ses confrères grecs en slip d'Alter Beast. Durant ces transformations, ses capacités de combat seront décuplées et il sera possible de trancher ses adversaires à coups de griffes acérées. Affublé de l'épée légendaire, Sonic le Hérisson nous montre ses capacités d'épéiste dans une aventure où l'exploration semble tenir une place prépondérante. Sonic and the Black Knight est une exclusivité Wii, et il faut bien entendu compter sur la Wiimote pour escrimer comme un hérisson. Oh joie, Klonoa revient sur la Wii. Klonoa est une sorte de félin avec une casquette aux couleurs de Pac-Man, la mascotte de la firme. Le dernier épisode était sur Game Boy Advance et tranchait radicalement avec les épisodes PlayStation et PS2. Et c'est ici un remake de la version PlayStation première du nom. Klonoa compte bien sur la dernière console de Nintendo pour se refaire une santé. Et en période de vache maigre pour les jeux de plateforme, on ne peut que se réjouir du retour de Klonoa. Sengoku Basara Battle Heroes alias Devil King's Battle Heroes est un jeu de combat 3D dédié à la PSP. Se déroulant à l'ère des guerres civiles de l'ère Sengoku, ce jeu autorise des parties en tag à 2 contre 2 et proposera un mode ad hoc permettant de jouer jusqu'à 4 avec le réseau local de la PSP. Terminé à 35% mais néanmoins jouable sur le salon, Sengoku Basara Battle Heroes ne devrait pas voir le jour avant mi-2009 au Japon. Les Capcom Addicts n'auront en revanche pas à attendre très longtemps pour jouer à Sengoku Basara Cross. Disponible au Japon en arcade et sur PS2, voici pour le plaisir des yeux et ce petit fourmillement dans les doigts, quelques images de ce superbe jeu de baston.
Également disponible depuis très peu de temps au Japon, Sangoku Musou 5 Special, alias Dynasty Warriors 6 Special, était jouable sur le stand Koei. Dispo sur PS3, PS2, Xbox 360 et PC, le titre star de Koei n'a visiblement toujours pas lassé son public. Disponible depuis peu sur Xbox 360 et PlayStation 2, Warriors Orochi 2 s'apprête à voir le jour fin novembre sur la portable Sony. Au Japon, bien sûr, il mêle les personnages des séries Dynasty Warriors et Samurai Warriors et sera jouable à deux en ad hoc. Aucune date de sortie n'étant pour l'instant annoncée pour la France. Hop là, c'était de bien belles news. Mais sachez surtout que ce n'est pas encore fini, les news du TGS vont continuer la semaine prochaine, donc restez à l'écoute. On va maintenant pouvoir enchaîner sur la critique de jeu. Aujourd'hui, nous avons du Dodonpachi Daiojo Black Label. Non, M, je suis désolé. Oh, mais pourtant il sort bientôt sur Xbox 360. Oui, je sais que ça te ferait plaisir, mais là aujourd'hui c'est un jeu sur Wii. En tout cas, Dodonpachi, on en parlera une autre fois. D'accord, donc ça va, vous êtes pardonné, si on va bientôt en parler. Donc on est parti pour la critique de jeu Disaster. Disaster Day of Crisis n'a pas fait l'objet d'un développement serein. Réalisé par le studio japonais Monolith Software, spécialiste du RPG, à l'origine de titres tels que Baten Kaitos et Xenosaga, Disaster a fait parler de lui à la sortie de la Wii, puis plus rien. Silence radio. Jeu d'action touche-à-tout et premier titre sur Wii du développeur, Disaster a essuyé de nombreux plâtres et entériné les nouveaux rapports de travail entre Monolith et Nintendo, qui détient depuis mai 2007 80% des parts du studio de développement. Namco Bandai a en effet revendu le plus gros de ses parts pour ne conserver que 16% du studio qui contrôlait jusqu'alors. Le résultat de ces ventes et rachats de parts, c'est ce nouveau titre exclusif à la Nintendo Wii, Disaster, développé par Monolith sous la supervision de Nintendo. Le joueur incarne pour une fois un bon gars. Pas un bad boy ni un rebelle, ni même un anti-héros, mais un bon samaritain et un héros pur jus, tout droit sorti d'un film d'action hollywoodien des années 80. Son nom, Raymond Bryce. Son métier, sauveteur pour le GAS, groupe d'assistance et de secours. Le jeu commence par un flashback jouable. Raymond et son meilleur ami Ray sont en pleine mission de sauvetage sur le mont Aguilas. Tout se déroule sans accroc jusqu'au moment où une éruption volcanique vient bouleverser les plans de la team. L'hélicoptère s'écrase, les deux amis se retrouvent coincés en haut d'une montagne qui explose littéralement sous leurs pieds. Cette scène d'exposition conduit bien évidemment au drame fondateur, censé donner au personnage principal sa profondeur et au scénario sa dimension humaine. Dans une scène rappelant le film Cliffhanger, Raymond Bryce ne peut sauver son meilleur ami qui tombe dans le vide pour disparaître dans la lave, tel le Gollum moyen. A noter en passant la technique d'encordage du sauveteur, prouvant que Monolith et Nintendo n'ont pas vraiment fait de recherche dans le domaine, préférant sans doute se mater tous les Stallone. Fin du flashback. Un an plus tard, Raymond a démissionné du GAS et ne s'est toujours pas remis de la mort de son ami dont il se juge responsable. Pour preuve, il n'a jamais osé aller voir la sœur de Ray, dont il avait pourtant promis de s'occuper. Les circonstances feront qu'il finira par la rencontrer, bon gré mal gré, alors qu'un gigantesque tremblement de terre et un groupe de terroristes s'emparent de Blue Ridge City. N'écoutant que son courage d'ancien Marine, d'ancien de la guerre du Golfe et d'ancien sauveteur, Ray accepte d'aider le FBI à stopper les terroristes afin de sauver la sœur de Ray enlevée par ces derniers. What am I gonna do? Oh, great! Now it's collapsing?
Le flashback jouable en pleine éruption volcanique sert également de tutoriel. Disaster se joue la plupart du temps à l'aide du combo Wiimote Nunchuk. Pour déplacer le personnage, on utilise le stick du Nunchuk. Pour regarder autour de lui, c'est la croix directionnelle de la Wiimote qui est mise à profit. Le bouton A sert à sauter, à parler et à interagir. Le B sert à sprinter ou à tirer dans les phases de shoot. Le bouton Z sert à appeler les victimes, à prendre de grandes inspirations pour dégager ses poumons de la fumée inhalée ou à se planquer dans les phases de shoot. Pour accéder à l'inventaire, on appuie sur le bouton moins de la Wiimote. On va s'arrêter là, mais tous les boutons des deux manettes sont utilisés. Ce qui est plutôt surprenant, que ce soit pour un jeu Wii, un jeu Nintendo ou un jeu casual. Alors les trois à la fois, c'est carrément unique. D'autant que les habituelles secousses contextuelles de la Wiimote et du Nunchuk sont bien évidemment de la partie. Il faudra donc un petit moment pour bien maîtriser certaines phases de jeu, nécessitant de presser 6 boutons tout en remuant les deux manettes. Disaster se découpe en effet en une succession de phases de jeu que l'on peut grossièrement scinder en 3 catégories. Les phases d'exploration, les phases de shoot, les phases de conduite. Chacune de ces séquences de jeu utilise des contrôles différents. Les phases de conduite, par exemple, ne nécessitent pas le Nunchuk. Il faut en effet tourner la Wiimote à l'horizontale afin de contrôler son véhicule en penchant la manette, exactement comme dans Excite Truck. Les phases de shoot, elles, s'avèrent être les plus fréquentes et les plus difficiles à maîtriser. Il faudra en effet utiliser le bouton Z pour se planquer, le C pour zoomer sur un ennemi et ainsi multiplier les dégâts, le B pour tirer, la croix directionnelle pour changer d'arme, la touche moins pour se soigner, tout en visant avec la Wiimote et en rechargeant d'une secousse de Nunchuk. Ça fait beaucoup, et ne pas se mélanger les pinceaux demande un minimum d'entraînement, le placement des boutons n'étant pas toujours des plus judicieux. Restent les phases d'exploration. Celles-ci permettent aux joueurs de se déplacer dans des environnements de taille réduite. Un immeuble, un parc, le quartier d'une ville, une station de métro, afin de poursuivre les terroristes tout en sauvant les survivants des différents cataclysmes qui ravageront la ville. Le joueur peut ainsi assister en direct aux catastrophes naturelles. À la manière de Gears of War, en appuyant sur le bouton C, il peut orienter la caméra lors des événements scriptés, pour voir un immeuble s'effondrer ou une tornade de feu se rapprocher dangereusement. Chaque catastrophe spawn des victimes qu'il est possible de secourir via différents petits mouvements de Wiimote Nunchuk. Ces mouvements sont d'ailleurs plutôt variés et originaux. You lift the debris and I'll pull him out. Yes, sir. 1, 2, 3. Now! Too slow. One more try. 1, 2, 3. Now! Good. A bit more. Chaque victime sauvée, chaque séquence de jeu complétée s'accompagne d'une feuille de score et d'un gain en nombre de points de compétence, appelé PB. Ce jeu d'aventure-action au gameplay protéiforme propose en effet un petit côté RPG, permettant d'augmenter les capacités de son personnage dans 5 domaines différents: combat, force, réserve, métabolisme et concentration. Le joueur peut également s'entraîner dans différents stands de tir afin de débloquer de nouvelles armes qui lui permettront d'optimiser son arsenal. Bref, une façon comme une autre pour Monolith de nous rappeler que leur domaine de prédilection, c'est le RPG. Et cet ajout s'avère plutôt bienvenu, puisqu'il permet d'augmenter une rejouabilité qui, à la vue de la rigidité du gameplay, aurait autrement été absente. Where's Lisa? Soyons clairs, Disaster n'est pas un grand jeu. Oscillant entre le casual et le gamer, entre le trop simple et le manque d'accessibilité, on a l'impression en jouant à Disaster de sentir le désarroi des développeurs. Trop nunuche pour justifier à lui seul d'aller jusqu'au bout de l'aventure, le scénario du jeu est une ode au dialogue à 2 balles et à la surenchère pyrotechnique hollywoodienne. God damn it, tell me where she is! You don't get it at all, do you? You got no idea why Le gameplay, quant à lui, s'avère ultra limité malgré sa variété. Les séquences d'exploration sont longuettes, et même si les développeurs se sont ingéniés à trouver des idées de mouvements rigolotes pour les sauvetages, on ne fait qu'agiter les mains sans réelle motivation ni challenge. Les phases de conduite sont marrantes, même si le gameplay de certaines d'entre elles, comme la course-poursuite avec le tsunami, n'est pas des plus brillants. Les phases de tir sont également plutôt réussies, mais ne tiennent pas la comparaison avec les vrais titres du genre, comme Time Crisis par exemple. Ah, we've reached the end. There's no need for you to understand. Reload.
Disaster est donc un jeu bancal qui ne parvient pas à imposer ses idées, son rythme ou son scénario. Seule la réalisation globale du jeu impressionne pour la Wii. Un blockbuster sans âme donc, dont l'ambition aurait mérité une plus grande liberté d'action, un meilleur scénario et un gameplay plus motivant. Bon, ça t'a plu cette critique? Ouais, c'était sympa. Bon, je préfère les jeux sur borne, mais bon, c'est pas grave, je suis comme ça. Bref, qu'est-ce que nous avons ensuite? 2 minutes pour parler de Queen. C'est pas mal, mais je préfère Terra personnellement. Bon, bref, on s'en fout de ma vie. C'est parti. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler du concert de Queen qui a eu lieu à Bercy le 24 septembre dernier. Queen en concert? Mais le chanteur, il est pas mort? Si. Et comment ils ont fait? Ah, ils ont fait comme idée de X-Japan, ils l'ont mis en hologramme sur scène? Alors, ils font pas mal de trucs kitsch, mais ça, ils n'ont pas encore osé Queen. Ils font comment? En fait, ils ont un nouveau chanteur. Ah, il a une moustache? Non. Il a des dents en avant comme ça? Non. Alors c'est pas pareil, je vois pas l'intérêt. En fait, le nouveau chanteur, il s'appelle Paul Rogers. Et il est un peu vieux. Et comme il n'a pas envie de faire vieux, en fait, il fait beaucoup de muscu. Et il se met des piqûres de botox et de collagène dans le visage. Ça fait qu'il ressemble à un vieux Chuck Norris, mais avec un pantalon en cuir. Alors il chante bien alors, parce que Chuck Norris, il doit bien chanter. Hein. En chanteur classique, je sais pas ce qu'il vaut. J'avoue que j'ai du mal à juger. Mais par contre, en chanteur de Queen, il est mauvais. Ce qu'il fait, c'est vraiment... Ah bon? En fait, partout où Freddie Mercury finissait une phrase par un « oh yeah », en fait, Paul Rogers, il fait rien. Et partout où Freddie Mercury finissait juste sur une note descendante ou une note montante, et ben en fait, Paul Rogers, il peut pas s'empêcher de faire des wow, yeah, wow, 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 yeah. On dirait un chanteur de la Starac qui reprendrait Lara Fabian. Exactement. En fait, par peur d'être comparé à Freddie Mercury, il a pris le parti systématique de faire l'inverse de ce que faisait Freddie Mercury. Du coup, c'est juste naze. Hey! Bon, ok, le chanteur il est nul. Mais sinon, le concert c'est bien? Bah, moi, j'étais content de voir Queen en vrai. J'étais content d'approcher Brian May à moins de 20 mètres. Puis bon, t'as des vieux tubes comme ça, tu les entends, t'es content. We will rock you! Il n'arrive pas à faire les deux en même temps. Mais c'était bien, c'était nickel. Par contre, d'un coup, il y a Paul Rogers qui arrive et qui chante ses vieux morceaux à lui. Et du coup, ça casse l'ambiance. Et du coup, le reste du concert, il est moins bien. Même si t'es content, même si les morceaux sont bien, bah, t'es un peu dégoûté, quoi. Ça pourrait être 100 fois mieux. Queen en concert, alors c'est validé? J'adore Queen, je suis super content de les avoir vus en concert, mais pas avec ce chanteur, quoi. Franchement, s'ils sortent un DVD live de leur concert récent, ne l'achetez pas, ça vaut même pas la peine d'être téléchargé, quoi. Allez plutôt acheter des vieux CD de Queen si vous les avez pas encore, quoi. Queen avec Paul Rogers en concert, c'est pas validé. Hein. Let me go! Oh, no, 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 no! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! For me, For me, for me! Si on avait des cheveux... Qu'il dis-tu? Mais dis-moi, Terra, c'est pas le groupe Obscur là qui fait des musiques pour Puppet Music? Obscur. Il y a des claques qui se perdent. C'est un excellent groupe qui fait donc des musiques pour tous les jeux Bimani et
je suis un grand fan. Un peu techno là, non? Hein? Oh, oui, ouf. Bon, bref, passons. Nous allons maintenant passer aux sorties d'animés. C'est parti. Après une sortie dans les salles obscures françaises en février dernier, le film Bref Story est désormais disponible en format DVD. Au commencement, Bref Story fut d'abord une trilogie de romans écrits par Miyabe Miyuki. Une adaptation en manga a ensuite vu le jour en 2004, scénarisée par l'auteur des romans. Ces livres et bandes dessinées sont distribués en France par le groupe Univers Poche. Enfin, c'est en 2006 que le studio Gonzo a présenté le long métrage d'animation éponyme. Celui-ci a d'ailleurs fait l'objet au Japon d'une campagne de communication digne des plus grosses productions hollywoodiennes. Le pitch du film ne reprend que certaines grandes lignes de l'histoire des romans. On y suit le quotidien d'abord tranquille de Wataru, un écolier des plus ordinaires. Cependant, le divorce de ses parents, l'hospitalisation de sa mère, mais surtout l'arrivée dans sa vie du jeune Mitsuru, vont rapidement bouleverser la donne. Ce dernier, en effet, le poussera à traverser les portes menant à Vision, un monde où règne magie et créatures extraordinaires. Plutôt riche et bien construit, l'univers narratif du film de Bref Story n'en reste pas moins d'un grand classicisme. De la quête initiatique du garçon au cœur pur au personnage de la petite chatte Moe, on a d'ailleurs parfois l'impression de visionner un enchaînement scénarisé de cinématiques de RPG. Cependant, le point fort de ce film est sans conteste sa réalisation. Le studio Gonzo a mis les petits plats dans les grands et propose selon les plans de véritables œuvres d'art d'animation emplies d'audace et de virtuosité. Au Japon, le film s'est aussi rendu illustre grâce à son casting des voix. À la tête de celui-ci, on trouve ainsi Matsu Takako, la célèbre actrice de drama, qui interprète le rôle de Wataru. Comme c'est trop souvent le cas, le doublage français manque singulièrement de conviction. De fait, certaines séquences émotions du film tendent malheureusement à tomber à plat. Un défaut pour le moins rédhibitoire quand on sait qu'il s'agit là d'un des titres majeurs de Kazé cette année. Qu'ils ne viendront plus jamais m'embêter. Mais alors, cette porte qui est sortie de nulle part l'autre soir, c'était... Aïe! Quoi? Ça pique! Je dois avoir une petite coupure dans la bouche. Oui, eux, ils n'ont pas fait semblant de nous frapper. Sorti il y a maintenant un moment, il fallait tout de même revenir sur la fin des aventures de Shinkon Gatai Godanar, avec la sortie du troisième et ultime coffret de la série. Alors que les monstres mimétiques sont toujours plus agressifs, les scientifiques commencent à mieux comprendre le fonctionnement du mystérieux virus qui transforme les pilotes de mecha en monstres. S'attachant toujours à décrire la relation entre chaque couple de pilotes, l'histoire se focalise évidemment plus sur le trio Go, Anna, Mila dans les derniers épisodes. Les rebondissements, eux, ne se limiteront pas à ceux des masses mammaires. Pouf, pouf, pouf. Mais restons sérieux. Les principales questions trouveront leurs réponses et chaque personnage est habilement développé. Comme d'habitude, il faudra voir un peu plus loin que les opulentes poitrines des personnages féminins pour déceler dans Godanar une histoire bien ficelée, plus profonde que son fanservice potache peut laisser présumer. Parfaitement inscrit dans le registre de l'animé de mecha fun teinté de Sentai, genre auquel il se permet même un clin d'œil, l'équipe a compris les ficelles du genre pour amener un concept a priori bateau à bon port. La recette fonctionne avant tout grâce à une mise en scène punchy et des dialogues nerveux qui font mouche. Restant toujours à sa place, sans se prendre pour ce qu'elle n'est pas, la série se termine donc sur une touche très honnête et n'aura jamais déçu, ce qui est déjà beaucoup. Daibex propose la fin de cette série uniquement en VOST. En guise de supplément, on trouvera juste quelques images et croquis dans une galerie bonus, ce qui est tout de même assez léger, il faut bien dire. Si Godanar ce n'est pas de la haute philosophie et que l'équipe reste fidèle jusqu'au bout à son quota de bouncing breast par épisode, il n'en reste pas moins que cette série sait être haletante quand il le faut,
et fait vivre de vrais personnages à travers une réalisation au souffle galvanisant. Genesis だ。初段命中誤差 02.04 照準補正完了。いつでもとどめさせるわよ。シャドウ。獲物の姿は見なくてもいいかいルナ。美しければ見たいわ。処分しよう。ライトニングVoilà, donc c'est fini pour aujourd'hui, le 100%. Bon, bah c'était sympa. Je ne peux que vous conseiller d'essayer le dernier Death Smiles Mega Black Label qui défonce tout. Et puis sur ce, à bientôt. C'est quoi Death Mega Black Label? C'est le dernier Cave, c'est ça? Oui, c'est le dernier Cave et qui vaut vraiment le détour. Mais on peut jouer comment? Hein? Pour ceux qui sont au Japon ou qui ont l'argent pour se l'acheter. Parce qu'il est que sur borne en fait, si j'ai bien compris. Et à 150 exemplaires, mais bon, tout le monde peut se permettre ça. Ok, merci AM.